L'autorisation de diffuser des publicités sur des produits alcoolisés provoque des remous au sein du Haut Comité sur l'alcoolisme. Madame Barzac demande que l'on reconsidère cette décision. Les ministres des Finances du groupe des 7 pays principaux industrialisés se réuniront dimanche à Paris. Objectif, stabiliser les taux de change de leur monnaie. Très violent combat à Beyrouth-Ouest entre miliciens. À la fin de sa visite officielle en France, entretien exclusif avec le président libanais Amin Gemayel dans cette édition. Aujourd'hui, jeudi 19 février 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. La publicité pour la bière et les alcools ne dépassant pas 9 degrés est autorisée depuis quelques jours à la télévision. Cette extension publicitaire survenant alors que la ministre de la Santé entend relancer la lutte contre l'alcoolisme, le professeur Claude Gau, membre du Haut Comité sur l'alcoolisme, a démissionné. Pour le professeur Gau, il y a incohérence dans la volonté gouvernementale. L'alcoolisme est la 3e cause de mortalité en France. Madame Barzac a souhaité que l'autorisation publicitaire soit reconsidérée. Enquête Pierre Ly. Objet du conflit, la possibilité de faire de la publicité pour l'alcool sur toutes les télévisions privées. Depuis le 27 janvier, TF1 a reçu l'autorisation de diffuser des spots publicitaires pour la bière et les alcools de moins de 9 degrés. Dans le texte publié au journal officiel, ce sont les autres catégories d'alcool qui sont interdites de publicité. Pour le ministre de la Culture, il s'agit d'uniformiser le régime de la publicité à toutes les chaînes. C'est ce qui a provoqué aujourd'hui la démission d'un des fondateurs du comité contre l'alcoolisme. L'introduction de la publicité pour les boissons de moins de 9 degrés à la télévision sur la première chaîne est inacceptable. C'est incohérent avec ce qui est annoncé au niveau gouvernemental. On ne peut pas parler de promotion de la sécurité, on ne peut pas dire on va diminuer l'alcoolisme routier et ses conséquences et en même temps promouvoir auprès des jeunes à la télévision la vente de la bière. Il faut rappeler que les morts du stade du Heysel, c'est une violence liée à la bière. Il y a actuellement des bières de fort degré qui, consommées en dehors des repas, sont extrêmement dangereuses. Et on ne peut pas dire on va faire une politique sanitaire de lutte contre l'alcoolisme, on va chercher à limiter la violence et en même temps introduire cette publicité à la télévision. Ce qui compte, c'est la quantité d'alcool absorbée. Que vous le preniez avec une boisson à 5, 10 ou 50 degrés, c'est la quantité d'alcool qui compte. Et vous avez des catastrophes qui sont possibles avec des alcoolisations à la bière. Je crois que le meilleur exemple est encore celui du stade du Heysel. Le stade du Heysel, souvenez-vous, c'était le 29 mai 85. Les bagarres provoquées par des supporters ivres venus de Grande-Bretagne avaient fait plus de 40 morts. Il convient de préciser qu'il n'y a pas d'autorisation pour de telles publicités sur les chaînes de télévision publiques. Le directeur départemental des polices urbaines des Bouches-du-Rhône est relevé de ses fonctions. Monsieur Pierre Kilichi est accusé d'avoir gravement manqué au devoir de réserve. Il s'exprime en effet dans un texte, reproduit en partie dans le journal Le Provençal ce matin. Il dénonce les lubies des préfets de police et le mépris du gouvernement à l'égard des policiers. Monsieur Kilichi s'en prend également à Robert Broussard. Reportage à Marseille, Henri Bodiguel, Gilles Debler. Cet homme aux fines lunettes cerclées, c'est Pierre Kilichi, le contrôleur général et responsable des polices urbaines des Bouches-du-Rhône, que le ministère de l'Intérieur vient de relever de ses fonctions. Motif invoqué, il aurait, dans des conditions inadmissibles, manqué gravement à son devoir de réserve. Une décision qu'on est loin d'approuver chez les policiers marseillais. Sur l'ensemble des policiers, il était apprécié de tous. C'était, je le répète, un grand humaniste. Il savait être sévère à bon escient. Et c'est avec grand regret que les policiers marseillais le voient partir. Et ce directeur était dans tous les coups durs, aux yeux et au vu de toute la population. C'était un grand homme qui connaissait la police à fond. Le 28 janvier dernier, Pierre Kilichi avait déjà présenté sa démission, mais elle avait été refusée. Dans un rapport de 2 pages, il justifie ainsi sa démarche. Après 32 ans de service, je n'ai jamais vu un gouvernement traiter la police avec un tel mépris. Sous-brigadier au début de sa carrière, Pierre Kilichi n'était pas l'homme des déclarations fracassantes. Il était même le contraire, discret, préférant l'ombre aux lumières de la notoriété. Il était sur ce point à l'opposé du préfet Broussard, bien qu'il situât lui-même leurs différences sur un autre plan. Pierre Kilichi reproche au préfet Broussard d'être un homme de bureau
Et non pas, contrairement à ce que dit le préfet Broussard, non pas un homme de terrain. Pierre Kilissi connaît très bien le préfet Broussard. Ils ont travaillé longtemps ensemble en Corse. L'amertume exprimée récemment par le commissaire Van Locke quant à l'insuffisance des moyens de la police marseillaise, il faut savoir qu'il n'y a que 3 fusils à pompe pour 4500 policiers. Le fait que 2 commissaires marseillais soient aujourd'hui accusés de proxénétisme aggravé, ces éléments ne font que souligner le malaise qui règne parmi la police locale. Mais la décision de relever Pierre Kilissi de ses fonctions, c'est avant tout la conséquence de l'échec de la police dans le cambriolage et la prise d'otage de la caisse d'épargne de Marseille. Pierre Kilissi lui-même avait prévu que des têtes tomberaient. Il ne savait pas encore que la sienne serait la première. Devant les 13 membres de la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL, c'était aujourd'hui le tour des candidats à la reprise de la 6e chaîne. Audience publique que nous vous retransmettrons demain à partir de 9 h après Télématin, comme nous l'avons fait ce matin pour l'audience d'hier concernant les repreneurs de la 5e chaîne. Le porte-parole du Parti socialiste, Jean-Jacques Kéran, estime que c'est une parodie de transparence qui est faite devant l'opinion. Mais toute cette journée, ceux qui souhaitent se voir confier pour 10 ans la destinée de la 6e chaîne, musicale ou généraliste, ont argumenté. Commentaire Gaël Monlahuc. Premier à ouvrir le feu ce matin, l'alliance CLT Lyonnaise des Eaux, pilotée par Jean Drucker, l'ancien PDG d'Antenne 2. Question de fond, le réseau de la 6e chaîne doit-il être accordé à une chaîne généraliste ou à une chaîne ciblée? Pour Métropole TV, la réponse est claire. On ne peut pas utiliser une des 6 grandes pistes d'envol que sont ces canaux hertziens pour un petit avion monomoteur. Il faut y mettre un gros porteur. C'est notre ambition. Nous avons donc cherché à faire autre chose et à faire mieux. Projet lourd donc, 700 millions de francs, ambitieux avec de l'information, moderne et sèche, ce sont leurs mots. De la musique, les programmes viennent du catalogue très riche de RTL Télé. Ils seront prêts à émettre dès le 1er mars. Et pour mieux en convaincre la Commission, ils commencent à lire intégralement le programme prévu cette semaine-là. Réaction agacée de Gabriel Debreuil. Le mardi 10 mars... Pardon, monsieur. Pardon. Je voudrais vous dire que ce n'est pas en fonction du programme de la semaine prochaine que nous prenons des décisions aussi importantes. Michel Droit ensuite leur reproche un mot incongru, réformaté. Mais le message est bien passé, examen réussi. Télévision, fiction et musique ensuite. TFM, groupe UGC et éditeurs musicaux, à l'opposé du projet précédent. Une chaîne très ciblée, destinée aux jeunes, prenant le contre-pied des chaînes actuelles. Un projet modeste, 300 millions de francs, une structure légère. Du cinéma, de l'animation, de la musique. De la musique surtout pour tous les goûts. Nous avons, vous avez vu dans notre grille, pas du lyrique à la boum du samedi soir. Oui, mais les membres semblent indulgents a priori, puis quand on évoque le sous-titrage des clips ou l'aide apportée à la création française, les visages se ferment. Peut mieux faire, mais pourquoi pas? D'abord, TV6, les propriétaires actuels, Publicis et Gaumont, des publicitaires qui décidément savent se vendre. Un exposé clair avec tableaux, graphiques, en couleur. Leurs arguments résumés en 3 points. À leur actif, ils sont déjà là, ils ont une audience qui marche. Ils ont un style, un ton qui les caractérise. Enfin, un sondage, 84% des téléspectateurs sont favorables au maintien de la chaîne en l'état. Démonstration sans faille apparente, sauf quand le support de la grille amenée sur place menace de s'écrouler. Conseil des sages. Ils sont convaincants et approuvés. Bravo et surtout continuez. Quelques remontrances cependant à propos de la radio Énergie, leur partenaire, en infraction avec la loi. Ils promettent de s'amender. Ils ont leur chance. Les auditions viennent juste à l'instant de se terminer. Résultat, mardi prochain. Dans le magazine L'Expansion, publication demain d'un entretien, Raymond Barre, Michel Rocard, les 2 hommes politiques qui sont les favoris des sondages, examinent les problèmes de la France tant économiques qu'institutionnels. Dans un sondage Gallup publié par l'Express, Raymond Barre arrive en tête de tous les candidats potentiels à la présidence de la République. François Mitterrand est 2e, Michel Rocard 3e. Ce dernier a été reçu par le chef de l'État à l'Élysée cet après-midi pendant plus d'1 heure.
Publication du manifeste des rénovateurs, membres du Parti communiste. Il y a 48 heures, nous vous avions présenté le contenu de ce manifeste issu de 24 fédérations. Le texte est intitulé « La révolution camarade » et examine en termes sévères la dégradation du Parti communiste français, imputée par les auteurs du manifeste à une direction qui pratique, je cite, des zigzags sectaires ou opportunistes. L'un des rénovateurs, Alain Amicabile, militant lorrain, explique à Rachid Arabe et Claude Lucas les raisons de ce manifeste. Un rénovateur qui se moque de ceux qui le traitent de liquidateur. Alain Amicabile, 38 ans, dont 20 passés au Parti communiste. Écarté du comité central, puis de la Fédération communiste de Meurthe-et-Moselle, Alain Amicabile se présente aujourd'hui à une élection cantonale, sans l'appui du PC, mais avec le soutien des militants de base. C'est la première fois que des communistes défient ainsi le parti de l'intérieur. Alain Amicabile sait qu'il risque l'exclusion, mais il parle quand même. Je pense que nous avons géré de la manière la plus déplorable notre participation gouvernementale. Nous sommes allés d'un opportunisme de droite à tous les excès sectaires qui ont suivi cette période et qui l'ont d'ailleurs précédé d'une certaine manière. Vous dites sans arrêt nous, ça veut dire que vous-même vous reconnaissez qu'à un moment vous vous êtes trompé? Bien sûr, j'assume comme tous les membres du Parti communiste une part de responsabilité dans ce qu'il faut bien appeler un véritable drame pour le Parti communiste. Mais cette responsabilité est évidemment proportionnelle aux responsabilités que chacun occupait ou occupe dans le Parti communiste. Une mise en cause très nette de la direction du parti, mise en cause que l'on retrouve dans le manifeste des rénovateurs. Alain Amicabile est un des 35 signataires de ce texte qui réclame notamment un vrai débat chez les communistes. Un texte intitulé « La révolution, camarades ». Portrait du rénovateur Alain Amicabile ce soir dans notre magazine à 22 h sur Antenne 2. Les 7 principaux pays occidentaux se réuniront dimanche à Paris. Les ministres des Finances de ce groupe des 7 auront pour objectif la stabilisation des taux de change de leur monnaie. On pense au dollar, à la monnaie américaine, dont la baisse de ces dernières semaines est notamment à l'origine de cette réunion parisienne. Explication Philippe Sassier. Il y a exactement 2 ans, le dollar battait tous ses records. Il atteignait 10 francs 61 contre le franc français, valait 3 marques 47 et 250 yens. Aujourd'hui, la chute du dollar est spectaculaire. Il vaut actuellement un peu plus de 6 francs, un peu plus de 1 marque 80 et il est à son plus bas niveau contre le yen depuis la fin de la guerre. En l'espace de 2 ans, le billet vert a plongé de près de 45% contre les grandes monnaies occidentales. Sur les marchés des changes, on parle de crise de confiance dans le dollar, on évoque une guerre monétaire, car c'est pour vendre plus facilement leurs produits que les Américains favorisent le repli de leur monnaie. Effectivement, la baisse du dollar fait mal aux automobiles Porsche et Renault, aux avions Dassault, aux parfums Révillon, aux magnétoscopes Sony. À la bourse, on s'interroge. Wall Street a gagné 20% depuis le premier de l'an, mais la bourse allemande a perdu environ 18%. La chute du dollar fait fondre les profits des entreprises européennes et japonaises. En septembre 1985, à New York, les 5 pays les plus riches du monde occidental s'étaient réunis pour décider une baisse du dollar. Ce week-end, après des semaines de contacts et de préparation, ils se retrouvent à Paris pour discuter d'un plan de stabilisation de ce même dollar. Les Japonais voudraient que soit élargi aux monnaies européennes l'accord qui lie actuellement sans grand succès le yen et le dollar. Les Américains réclament en contrepartie de cette stabilisation une relance des économies allemandes et japonaises afin qu'ils puissent vendre davantage de produits made in USA. Les Français, qui ne sont pas mécontents de voir leurs soucis de réforme monétaire commencer à être partagés, ont fait savoir qu'il fallait que cette réunion débouche sur des résultats. Faute de quoi, lundi prochain, les marchés des changes risquent de connaître une sérieuse tempête. Le président Ronald Reagan a décidé de lever les sanctions économiques américaines contre la Pologne. Le président des États-Unis a rappelé que la loi martiale avait été levée en Pologne et que depuis la dernière amnistie de septembre dernier, personne n'a été arrêté. Pour M. Reagan, la lumière de la liberté continue de briller en Pologne, même si la route est encore longue. Dans quelques instants, j'interrogerai le président libanais, M. Amin Gemayel, en direct depuis sa résidence parisienne pendant son voyage officiel. Mais depuis hier, à Beyrouth-Ouest, de très violents combats ont opposé les miliciens chiites Amal et ceux des partis de gauche, dont celui du chef druze Walid Jumblat. L'appel à un cessez-le-feu a été ignoré, les combats druzes sont particulièrement acharnés. Commentaire Jean-Marc Ilouz. La nuit dernière, à Beyrouth-Ouest, le vacarme des affrontements les plus meurtriers depuis le début du conflit libanais depuis 1975. Ce soir, les milices du chef druze Walid Jumblat et les communistes libanais contrôlent à peu près un tiers du quartier musulman.
Les combats ont baissé d'intensité, mais dans le camp des miliciens chiites d'Amal, la consigne est de se battre jusqu'au bout. Des centaines de morts, miliciens, mais aussi civils, qui ont péri dans des immeubles en flammes, les pompiers ne pouvaient pas intervenir. Ce soir, Walid Jumblat est à Damas, en Syrie, où l'on va tenter d'obtenir un cessez-le-feu avec l'autre allié libanais du président Assad, le chiite Nabi Berri. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous achevez votre visite officielle en France alors que Beyrouth-Ouest est de nouveau le lieu de combats très violents, les plus violents depuis le début du conflit sans doute. Le Président Mitterrand, Monsieur Jacques Chirac vous ont salué comme le représentant de la légalité au Liban. Que signifie cette légalité libanaise actuellement? Cette légalité est quand même le dernier recours. C'est un recours essentiel pour tout le monde. Ce qui se passe à Beyrouth est inadmissible. Et nous ne pourrons pas rester indifférents et indéfiniment face à cette masse de souffrance, de sang, de victimes innocentes qui tombent pour une guerre sans fin, une guerre inutile. De toute façon, il faudra à un moment donné agir. Et seule la légalité pourra agir. Quelle est la signification selon vous de cette guerre des milices? Vous savez, cette guerre des milices, hélas, c'est un peu le jeu des apprentis sorciers. Et finalement, c'est tous qui vont en payer le prix. Actuellement, face à ce drame, je l'affronte avec une patience active. Mais en même temps, nous réfléchissons très sérieusement sur les meilleurs moyens de venir à bout de ce drame qui nous coûte trop cher en sang, en souffrance et en pleurs. C'est-à-dire que vous souhaitez réunir tous les belligérants? Nécessairement. Nécessairement, la légalité, c'est essentiellement à base de consensus. Le consensus national, c'est la plateforme idéale pour la légalité nationale. Et notre objectif, c'est d'aboutir rapidement et le plus tôt possible à la pacification. D'abord, commençons par une trêve à Beyrouth pour déboucher sur le démantèlement de toutes les milices et ramasser toutes les armes. C'est un objectif peut-être trop ambitieux, mais j'ai toutes les raisons de croire que nous pourrons arriver à bon port, étant donné la conviction générale au Liban que finalement c'est la seule solution au problème. Même beaucoup de milices en sont de plus en plus convaincus dans leur propre intérêt. Merci Monsieur le Président d'avoir été notre invité. En URSS, les responsables soviétiques ont confirmé le décret graciant Yossif Begoun, dissident juif, mais sa famille attend confirmation et sa libération peut-être pour demain matin. Nous avons joint par téléphone la femme de Yossif Begoun. C'est le visage de Yossif Begoun, le dissident juif finalement gracié par décret du Soviet suprême. La semaine dernière, sa femme et son fils Boris n'avaient pas hésité à braver la présence de civils musclés pour manifester en plein Moscou. Réclamer non seulement sa libération, mais aussi dénoncer, je cite, l'illégalité de l'arrestation du dissident juif devenu professeur d'hébreu après qu'une demande de passeport pour Israël lui eût fait perdre sa place d'ingénieur. En 1983, Yossif Begoun avait été condamné à 7 ans de camp et 5 ans d'exil intérieur pour agitation antisoviétique. 2 mois après Sakharov, Yossif Begoun devrait sortir de prison demain et pouvoir lui aussi rejoindre sa famille à Moscou. Just now I had a telegram from Chistopol prison. It is written, your husband will be released on 20th of February. So it's... Do you believe this? I know only that he will leave Chistopol prison tomorrow afternoon, and I will meet him in Chistopol. Amnesty International lance une campagne d'information sur la peine de mort aux États-Unis. Dans ce recueil, Amnesty parle d'horribles loteries et affirme que l'application de la peine de mort présente un caractère arbitraire, injuste et relève de la discrimination raciale. Aux États-Unis, il y a actuellement plus de 1800 prisonniers condamnés à mort qui attendent d'être électrocutés, asphyxiés, empoisonnés, pendus ou fusillés, selon les méthodes d'exécution prévues dans chaque État et notées par Amnesty International dans ce recueil.
Sur les droits de l'homme dans le monde, le département d'État américain publie son rapport pour 1986. En résumé, amélioration aux Philippines, grave détérioration en Afrique du Sud et dénonciation des pays communistes. Les 6 enfants des 4 maires d'Alger ont quitté Strasbourg pour l'Algérie ce matin. Assurance leur a été donnée par écrit que les enfants vivant avec leur père pourraient rendre régulièrement visite pendant les vacances scolaires à leur mère en France. Le Nouvel Observateur publie dans son numéro à paraître demain l'essentiel du texte de la déclaration que Georges Ibrahim Abdallah entend prononcer lundi après-midi devant la cour d'assises de Paris. Texte écrit dans sa cellule de Fleury-Mérogis, Georges Ibrahim Abdallah s'affirme combattant arabe et dénonce, je cite, les bourreaux américains qui préparent l'assaut de Beyrouth. Sport, bravo Limoges, bravo Orthez. Les équipes de basket de ces deux villes ont battu respectivement Saragosse et le Real de Madrid. Pour Limoges comme pour Orthez, la possibilité d'une participation aux finales européennes de basket est de plus en plus grande. Et le public, notamment à Orthez, ne ménage pas ses encouragements. Commentaire Olivier Ray. Les Verts ont encore frappé. Soutenus par un public enthousiaste, la ville tout entière ou presque s'était donné rendez-vous à la Moutette. Les champions de France ont battu le grand Real de Madrid et confirmé ainsi leur victoire obtenue à l'aller en Espagne. Dans leur salle, pas comme les autres, emmenés par un Freddy Hufnagel déchaîné, les Béarnais ont donné le tournis en première mi-temps aux Espagnols. Après, ils ont joué avec le feu. On est en train de faire n'importe quoi. Leur entraîneur, Georges Fischer, est alors intervenu pour relancer la machine et Orthez a retrouvé son basket. Grâce à sa victoire sur le Real, Orthez a fait un pas de plus vers la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Finalement, c'est une équipe qui n'a pas tellement de faiblesse, mais elle a surtout en elle une force fondamentale qui est la foi. Elle croit en elle, elle croit ce qu'elle fait, et je crois qu'avec cette foi-là, on peut aller jusqu'au bout. Limoges aussi peut aller jusqu'au bout. En demi-finale allée de la Coupe Korak, les autres Verts du basket français sont allés gagner à Saragosse, grâce en partie aux 35 points marqués par Thompson, le numéro 11, la grande vedette de ce match. Limoges a pris le sillage d'Orthez. Et je crois qu'on a prouvé à travers ces victoires qu'en plus d'Orthez, je crois que d'autres équipes sont capables d'aller gagner à l'extérieur. Grâce à Orthez et Limoges, le basket français est à la fête. Si l'équipe nationale reste en retrait, les clubs, eux, ont réussi à relever le défi européen, prouvant ainsi que le sport français est capable de s'exporter. La Chine permet que l'on puisse se pencher sur son passé. La longue marche de Mao Tse-tung, entreprise en 1949, est actuellement reconstituée pour les besoins du film Le Palanquin des larmes. Ce fut un livre adapté de l'œuvre de Shao Xingli par George Walter. Le Palanquin des larmes est aujourd'hui mis en scène par Jacques Dorfman. Sur les lieux du tournage, voyez le reportage réalisé par Christian Hiroux. Avec une véritable armée de porteurs et plus de 3000 figurants, on tourne à Libération de Shanghai pendant l'été 49. Général en chef de cette bataille, c'est l'américain Mickey Moore, 77 ans, le spécialiste mondial de toutes les grandes manœuvres au cinéma. C'est tout naturellement que Jacques Dorfman a fait appel à lui pour sa première mise en scène. Dorfman qui a la lourde tâche de diriger ses troupes chinoises, aidé par une petite équipe franco-canadienne de 14 personnes et 40 techniciens chinois. Donc il se déplace encore pour le voir encore de plus près. Je veux dire, il faut que ça marche avec quelque chose qu'il voit. Il ne faut pas que ça marche parce que j'ai les cubes. C'est vraiment une collaboration. Il y a beaucoup de créations artistiques chinoises au niveau des costumes, au niveau des décors. Je dis au niveau du département des accessoires, je dirais dans le scénario. Aussi, on a une collaboratrice chinoise dans Liangxing. Et au niveau des studios de Shanghai, on a beaucoup de collaborations qui supervisent toute la partie chinoise, le look chinois du film pour être vraiment dans la réalité. C'est un film chinois, je ne sais pas si les Chinois le trouveront assez chinois, mais il est pas mal chinois. Voici un vrai général chinois. Il commande la province de Jiangsu où cette séquence a pu être tournée. Sous ses ordres, un bataillon de l'armée populaire mis à la disposition du metteur en scène français. Action.
figurant qui passe dans le champ et ce Pékinois là qui nous met le micro dans le champ. Un micro dans le champ, c'est pas si grave, mais il y a parfois de petits soucis. Regardez ce soldat, une figurante ne lui a pas rendu son fusil. Je pense pas qu'elle est partie avec le fusil. Elle a probablement donné son fusil à quelqu'un d'autre. Pas lui alors, pas à son maître. Et lui, il peut pas rentrer à la caserne? Mais il peut pas retourner à sa caserne. Il sera puni s'il n'a pas son fusil. Il sera puni certainement alors. Pour qu'il ne soit pas puni, alors il faut trouver une solution. Et comme au cinéma, tout est bien qui finit bien, le soldat a quand même retrouvé son fusil, il ne sera pas consigné. Et vous verrez le reportage complet de Christian Héroux dans le magazine à 22h. Il y avait un quartet aujourd'hui, en voici le résultat, 14 As 8 4, 14 As 8 4, dans l'ordre ça vous donne 55 656 francs 50, dans les ordres différents de 14 As 8 4, 4 295 francs 50. Et pour la météo, Brigitte Simonetta. La météo lave plus blanc. Ah bon? Oui, seulement attention, attention, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est surtout pas une bonne nouvelle, c'est dire que les chutes de neige seront encore abondantes. Et si vous devez prendre votre voiture, si vous prévoyez de rentrer de vacances, soyez extrêmement prudent. Alors nous allons regarder la carte en détail pour demain. Avec donc des chutes de neige abondantes et continues, des Vosges au Morvan, au Jura, aux Alpes, au Massif central, aux Pyrénées. Chutes de neige un peu plus discontinues des Ardennes à Lyon, à toute la région centre, le Limousin, le Poitou-Charentes et jusqu'à l'Aquitaine. Précipitations sous forme de pluie sur la Côte d'Azur et la Corse. Enfin sur le nord-ouest un temps variable, c'est-à-dire une succession d'éclaircies, de nuages qui donneront de la pluie sur le Cotentin et sur la Bretagne. Soyez vraiment très très prudents. Les températures, elles ne bougent pas, elles sont stationnaires. Pour demain, nous irons de -1 à +5 degrés sur la moitié nord et de -1 jusqu'à 10 et 11 degrés sur la moitié sud, maximum sur la Corse. Demain, ce sera le vendredi 20 février, 3 minutes de soleil en plus. Il se lèvera à 7h52, se couchera à 18h17 et ce sera la Sainte Aînée. Vous l'êtes très certainement. À 22h, Daniel Bilalian vous présentera le magazine de la rédaction d'Antenne 2 et puis Hervé Claude à 23h15 pour le dernier journal. Et puis demain matin, je vous le disais tout à l'heure, de 9h à 12h, les extraits les plus importants de l'audition des candidats à la reprise de la 6e chaîne devant la CNCL. À demain 20h, bonsoir, merci.